Deux jeunes juifs, deux frères, vivent à Santona en 1472 dans le royaume de Castille. Leurs parents les envoient au loin pour les sauver d'un massacre annoncé. Chacun transporte avec lui la moitié d'une étoile de David, une étoile brisée. Ils affronteront alors les vicissitudes d'une Europe qui aborde le XVIe siècle entre l'obsession de son unité religieuse et la découverte du Nouveau Monde. Voilà le sujet de L'étoile brisée, une passionnante saga écrite par Nadège Lannery d'Agen et qui vient de paraître dans La Blanche de Gallimard. Nadège Lannery, bonjour. Bonjour. Alors votre roman se déploie sur une cinquantaine d'années, de 1472 à 1525. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette période et qu'est-ce qui s'y joue? Je crois que c'est un tournant. C'est un tournant absolument décisif. C'est un tournant où on voit les racines de notre monde. C'est-à-dire que tout change. D'une certaine manière, un monde termine, un monde finit, le Moyen-Âge, si l'on veut donner ce nom à cette époque-là, et quelque chose recommence, qui s'appelle la Renaissance, mais où on trouve l'aube des questions et des problèmes de notre monde. C'est-à-dire, enfin, on découvre l'Amérique, c'est-à-dire que le monde d'un seul coup s'élargit de façon incroyable, et aussi, hélas, à l'intérieur, on découvre des problèmes religieux terribles, des guerres de religion, qui sont encore épouvantablement actuels. Donc là, on est juste à l'aube, parce que Luther est un de vos personnages, et c'est passionnant, à l'aube du protestantisme. Et les guerres les guerres de religion, c'est notamment, donc dans cette Europe à la recherche de son unité religieuse, l'expulsion des Juifs. C'est l'expulsion des Juifs. Ce livre parcourt plusieurs régions. C'est le principe, c'est-à-dire que les familles soit se dispersent en Europe et ailleurs, soit se concentrent notamment dans un pays, pas seulement, dans deux pays, l'Allemagne, mais surtout l'Espagne. Et l'Espagne, à la fin du XVe siècle, 1492, quand les jeunes gens dont vous parlez deviennent des adultes, c'est l'Espagne de la Reconquista. C'est-à-dire c'est l'Espagne de l'expulsion complète de l'islam d'Espagne, et dès lors, d'une autre reconquête intérieure qui est, nous serons tous chrétiens. C'est-à-dire, on ne doit plus avoir un seul juif en Espagne. Donc on les tue tous, ou on les expulse. Ou ils se convertissent, mais on les baptise de force, on enlève les enfants, on les baptise de force. Et encore, la conversion n'est pas forcément ressentie comme quelque chose de sincère. On soupçonne toujours les juifs de ne pas être, les juifs convertis de ne pas être véritablement chrétiens. Et ils sont d'autant plus surveillés. Ceux qu'on appelle dès lors les conversos ou les maranes, c'est en fait la même chose à cette époque-là, deviennent des nouveaux chrétiens toujours extrêmement douteux et que leur conversion en fait soit sincère ou qu'elle soit de circonstance, qui a été beaucoup le cas. Il fallait quand même essayer de rester sur place et de survivre. Ils faisaient l'objet plus que d'une surveillance terrible et de punition en quelque sorte. D'ailleurs, on voit ça tout au long de votre roman, et notamment à travers la trajectoire de ces deux frères juifs, Yohanan et Joachim, en fait, qui sont des juifs d'Espagne et qui sont obligés de partir. Alors ils partent en 1472, donc avant le traité de Grenade, qui signe l'expulsion officielle des Juifs par les rois catholiques. Et pourquoi partent-ils? Alors, depuis un siècle en Espagne, c'est-à-dire grosso modo depuis que l'Espagne chrétienne tient de plus en plus de terrain, il y a régulièrement des massacres, des pogroms, celui de Séville par exemple, qui a fait 4-5 000 morts on ne sait pas exactement en une nuit. C'est vraiment périodique. Et il se trouve qu'il y a un événement dans une ville des Asturies qui est tout proche de Santona où vivent cette famille, ces deux frères. Cet événement entraîne un premier pogrom et les parents de ces deux jeunes gens se disent que la seule manière d'en finir avec ce destin inéluctable d'une mort programmée et d'un impossible avenir, c'est d'envoyer ces enfants au plus loin possible, et même qu'ils renient leur passé, ce qui est une décision très grave. C'est-à-dire que le père intime l'ordre à ses enfants, le cœur brisé parce qu'il les aime et parce que lui-même est fils de rabbin, ce qui entraîne dans cette famille un litige terrible entre le grand-père rabbin, le père qui veut sauver ses enfants. Il leur dit: oubliez que vous êtes juifs, ne le dites jamais.
changez de nom et ne correspondez plus jamais avec nous et ne revenez surtout pas, allez ailleurs. Oubliez que vous êtes juif et oubliez-vous l'un l'autre aussi. C'est ça qui est le plus terrible. Parce que pour oublier qui on est, il faut aussi oublier avec qui on est. Exactement. Finalement. Oubliez tous ceux que vous avez aimés et qui vous ramènent à un passé juif. C'est terrible, c'est absolument terrible. Il leur intime pas l'ordre de se convertir, ils s'en fichent, ils ne leur demandent pas d'être chrétiens, ils leur demandent cependant de faire semblant de l'être. Et de ne surtout pas unir leur destin, parce qu'au fond, si l'un faillait à sa promesse, il entraînerait dans sa chute l'autre. Et en fait, l'histoire de ces deux frères qui partent de fait l'un à l'ouest, l'autre à l'est, presque aux antipodes, l'histoire de ces deux frères est celle de cette fracture et au fond de cette impossibilité de s'oublier. Ils obtempèrent, mais toute leur vie durant, ils rêvent que les deux morceaux de l'étoile, ils sont partis chacun avec la moitié de l'étoile. Grâce à la mère. C'est-à-dire que la mère ne peut pas se résigner à cette séparation totale. Et alors, elle coupe une étoile, hein, c'est le titre. Hein, c'est l'étoile brisée. Je pensais aussi au regard. C'est-à-dire que vos personnages, alors il y a beaucoup de personnages qui ont un regard comme ça, qui est un regard de l'autre, hein, un regard extérieur, et je pensais que ces personnages juifs, justement, quand on adopte leur point de vue, ben, on a ce regard extérieur, on arrive à avoir une distance, je crois. Je crois qu'ils ont une distance, effectivement. Étant eux-mêmes, ils changent de nom, ils changent de vêture, ils changent de profession, donc ils savent qu'il y a toujours dans l'autre un autre qui se cache. C'est ça. C'est ça. Donc, Yohanan devient Juan et Joachim devient Joachim, en fait, c'est ça. Donc, et alors chrétiens. Et oui, ils sont chrétiens officiellement. Enfin, il y a quelque chose, oui. Ils s'en occupent pas beaucoup, mais ils ont des noms qui ne les désignent pas comme juifs. Qui ne les désignent pas comme juifs. Oui. Et alors finalement, votre roman, il répond aussi à une question, finalement, à une question notamment, hein, comment survivre en tant que juif dans un territoire qui vous vomit. En fait, c'est ça la chose. Et qu'est-ce qu'il est permis d'espérer dans cette Europe de l'Inquisition? Et alors, on va pas spoiler, hein, mais on va juste parler des métiers, hein, de ces deux personnages, parce que ce sont des métiers qui sont des métiers dont on sait en fait qu'ils étaient pratiqués par les Juifs. Donc Juan est cartographe d'Amerigo Vespucci. Vous pouvez nous en parler? Alors, j'ai dit le grand-père était rabbin, oui. Le père est artisan, il est cordonnier. L'un des fils qui devient Juan commence sa vie comme guetteur de baleines. Ça, c'est magnifique, un passage magnifique. Et c'est aussi une manière de chercher le nord, en quelque sorte, de trouver sa voie. Il cherche aussi cette étoile dans le ciel, ensuite. Donc, il devient le cartographe, le pilote. C'est un très beau métier, le pilote marin. Ça l'amène à connaître des découvreurs. C'est un personnage historique, hein, Juan de la Cosa. J'ai peu d'imagination, donc je me suis beaucoup appuyée sur des personnages qui ont existé en brodant ensuite. Et Juan de la Cosa a été le cartographe, le pilote des navires de Christophe Colomb, puis d'Amerigo Vespucci. Donc il va en Amérique. Et parfois il peste d'ailleurs contre ces voyages maritimes qui n'en finissent pas. C'est en quelque sorte, j'ai voulu mettre en scène les grands hommes de cette période, mais ils m'ont fait un peu peur. Donc j'ai choisi plutôt leur environnement immédiat. Et Juan est l'ami d'Amerigo, ami pas facile, hein, d'Amerigo Vespucci. Et Joachim, lui, devient médecin parce que cordonnier, barbier chirurgien, chirurgien médecin, ça fait partie des trajectoires professionnelles fréquentes à cette époque-là sur une ou deux générations. Et il passe par l'université de Montpellier, je crois. Hein. Il passe par l'université de Montpellier. Dont on dit qu'elle acceptait les Juifs. Qui accepte les Juifs à ce moment-là, qui les forme pour être en tout cas médecin des Juifs, sinon des chrétiens. Et il y a une mésaventure que je ne raconterai pas, mais qui est excessivement douloureuse, qui l'amène à repartir de Montpellier, où il aurait pu se fixer. Il traverse l'Alsace. Il y rencontre sa femme et il se retrouve en Allemagne, à Wittenberg. Et Wittenberg, c'est la ville de Luther. Et il devient le médecin de ce réformateur protestant en lutte contre l'Église catholique, mais aussi en lutte et de plus en plus au fil de sa vie
Luther devient antisémite. Oui, mais justement, enfin, c'est fascinant parce que le couple que Joachim forme avec Ursula, sa femme, en fait, est un couple crypto-juif. Enfin, c'est un couple de nouveaux chrétiens. Et alors, c'est très drôle parce que justement, cette femme a énormément d'humour. Elle sert la fin du Ciao Lent à Luther. Et on voit à quel point Luther, justement, commence à les soupçonner. Et Luther est un personnage effrayant. Alors, je ne sais pas s'il est effrayant. C'est en même temps un personnage magnifique parce qu'il a mis le doigt, si je puis dire, sur des excès de l'Église catholique qui étaient juste dramatiques. Hein. Oui. C'est... Alors, je n'aurais pas dû dire antisémite. Il est très clair dans ses sermons, très tôt, et de plus en plus au fil de sa vie, qu'il développe un anti-judaïsme très violent et même d'une trivialité de langage. C'est un homme très dur. C'est un homme très dur aussi vis-à-vis de vis-à-vis des paysans lors ce qu'on appelait la révolte des gueux, la révolte des paysans. Tuez-les tous. Tuez-les tous, c'est quand même une phrase qu'il prononce. Oui, c'est un peu un intégriste en fait. C'est totalement un intégriste et en même temps, il a eu une enfance, si je puis dire. Et cette enfance, ça n'excuse rigoureusement rien, mais il se trouve que le couple de Joachim et Ursula s'occupe de ce jeune garçon, adolescent, qui deviendra Martin Luther, et lui garde longtemps, autant que possible, éprouve de la bienveillance pour lui. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors ça, c'est vous qui l'avez imaginé. Enfin, ça fait partie, disons, plus de la possibilité imaginative de fiction. Reste que Luther avait des maladies probablement largement psychosomatiques qui l'ont amené à avoir un médecin fréquemment auprès de lui. Oui, comme tous les grands mystiques qui ressentent, qui somatisent Absolument. Oui. Et en fait, on sait bien qu'un roman historique est toujours en même temps en train de réfléchir sur l'époque dans laquelle il est écrit. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que ce genre-là, moi, me fascine. Et le vôtre ne fait pas exception. Vous avez créé toute une galerie de personnages auxquels on s'attache énormément. Pas simplement Jonathan et Joachim. Tous les personnages, beaucoup sont très décalés. Tous prennent leur distance avec les religions et les mœurs imposées. Et j'aimerais qu'on s'attarde sur certains personnages. Par exemple, le personnage de Sylvana, qui est extraordinaire. Oui. Je crois que, vous savez, la difficulté d'écrire, ça s'appelle un roman historique, je crois que c'est le genre, sur le XVIe siècle, c'est que plus personne aujourd'hui ne se souvient de ce qui se passait au XVIe siècle, et c'est normal, c'était il y a si longtemps. Donc si vous voulez, en quelque sorte, donner chair à cette époque, vous avez besoin de personnages, et qu'on s'attache fortement à ces personnages. Et il y a une chose dont je suis intimement convaincue, c'est que les émotions restent essentiellement les mêmes, qu'on soit en 1500 ou qu'on soit aujourd'hui. Les émotions, la force du corps, des maladies du corps. Amerigo a une syphilis, le mot n'est pas donné, mais il date de cette époque. Et cette petite Sylvana, pour des raisons compliquées... Qui est sa fille, oui. Donc vous avez, qui est la petite fille d'une esclave ganche devenue épousée par Amerigo. Cette petite Sylvana, on dirait aujourd'hui, elle est autiste. C'est-à-dire qu'elle a elle a au fond un syndrome d'Asperger. C'est-à-dire qu'elle est intelligente, extraordinairement. Elle est talentueuse, extraordinairement, incapable de se fondre dans aucun des codes de l'époque, incapable de communiquer avec autrui en prêtant attention aux émotions des autres, et avec une difficulté extrême à mesurer le temps. C'est-à-dire qu'elle est dans un présent intense qui se reflète jusque dans sa façon de parler. Les liens causaux, les puis, le futur, le passé... C'est des choses très vagues pour elle. Et je pense que... Alors c'est aussi une femme... Ah oui, on pourrait parler de la place des femmes. Alors Sylvana est une artiste, et c'est elle qui a le dernier mot. On reviendra sur ce dernier mot du roman. Mais il y a une place des femmes qui fait plaisir. Et j'ai même pas l'impression que vous exagérez, parce que je pense que dans cette Europe du début du XVIe, les femmes devaient avoir leur place. Il y a énormément de personnages de femmes qui sont extrêmement attachants. Merci. J'y tenais.
je crois que le monde que je décris, et il en reste quand même quelque chose aujourd'hui, met en avant les hommes. Les héros apparents sont tous des hommes, ceux qui parlent le plus fort, ceux qui bougent dans le monde, ceux qui ont la puissance financière, la capacité de monter dans un bateau pour aller loin, loin, loin. Oui. Mais les femmes sont en backup. Et longtemps, elles ne disent rien, et le livre est structuré de telle sorte, je crois qu'on peut le dire, que les 50 dernières pages sont une correspondance de ces femmes, pas forcément toutes entre elles, mais ce sont des lettres de ces femmes, et on soupçonne que ce sont elles, les fines mouches, qui ont un peu agi ces hommes qui étaient sur le devant de la scène, et qui ont en tout cas totalement analysé, même quand on pensait qu'elles n'y comprenaient rien, c'est ça. Ce qui se passait. Et là, j'avoue que je me suis un peu amusée, parce que je pense que longtemps, et même si la promotion des femmes aujourd'hui est considérable, c'est cela qui se passe en réalité. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion de cette dame, donc crypto-juive, Ursula, donc la femme de l'un des héros, qui dit « il faut bien que le cœur se fixe quelque part ». J'ai trouvé cette formulation tout à fait oui, parce juste. Que elle n'a pas le langage, elle rougit quand elle voit un couple qui se forme autour d'eux, et qui est celui d'un tout jeune médecin et d'un autre tout jeune artisan qui s'aiment, et son mari, qui pourtant lui-même est une victime, puisque son mari c'est Joachim, a beaucoup de mal en fait. Et elle s'en fiche. Elle pense que bon ben voilà, c'est comme ça. Elle ne trouve pas tout à fait les mots pour décrire ça. Elle les cherche, mais tout lui convient. En tout cas, merci beaucoup. Emparez-vous vite de cette riche saga, ancrée dans l'Europe des temps modernes, et vous n'aurez de cesse de la lire pour savoir si les deux moitiés de l'étoile finiront par reformer une seule et même étoile. Merci infiniment. Merci.